retard. Parce que, oui, on a dépassé le quart d'heure autorisé. Je vous remercie en tout cas de votre présence ce jour. Pour faire suite à l'atelier il y a quelques semaines organisé dans le cadre de Michel Thierry-Latangana, pour le rappel des faits, qui a été prisonnier donc en détention arbitraire pendant 17 ans au Cameroun, qui a été libéré mais qui n'est toujours pas libre, car il y a certains véhicules, en tout cas, ou certaines actions législatives au niveau exécutif ou diplomatique qui n'ont pas été faites. Nous, on se bat, notamment avec Claude Almagui, ici présente, Olivier Palorni, aux côtés de l'association de Michel Latangana, justement, pour pouvoir débloquer cette situation et de faire de ce cas un cas symbolique, mais qui pourrait aussi ouvrir à d'autres actions pour permettre et renforcer la protection des Français à l'étranger. Juste pour introduire la session du jour, on a l'honneur de recevoir M. Roland Ndjovi, qui est président du groupe de travail sur la détention arbitraire à l'ONU, et qui est venu spécialement de Genève aujourd'hui pour partager et ses actions et nous accompagner sur les actions à mener du côté français. À savoir qu'il est enseignant en droit international relatif aux droits de l'homme, donc un grand spécialiste des droits de l'homme. Et il nous parlera aussi de l'action de son groupe, qui a été créé en 91, d'après les informations qu'on va partager, sous l'impulsion de Louis Joannet, qui est avocat à la Cour de cassation. Et la mission et l'objectif de ce groupe de travail, c'est d'instruire des plaintes et d'accompagner sur le terrain des personnes qui souffriraient de détention arbitraire. Voilà. Donc je vais vous laisser. Ah, si, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je fais le trait du nom. Passer la parole Aude Roland. Au d'honneur aux dames. Merci Roland. Bonjour à tous, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis très ravie de recevoir une nouvelle fois Roland, puisqu'on s'était rencontrés l'année dernière à l'Assemblée nationale. Je pense qu'en fait, effectivement, on a été très très impliqués durant des années sur le dossier de Michel. Il faut savoir que Michel a été libéré il y a 5 ans. Et que cette libération n'est qu'une libération en apparence, puisqu'en fait il est encore prisonnier. La volonté, c'est plusieurs choses. C'est déjà de régler le cas de Michel Latangana dans le cadre d'une réhabilitation complète et entière. Et en fait, que ce cas fasse jurisprudence. Parce que le vrai enjeu, en fait, c'est le cas effectivement de Michel, mais c'est que ça ne se reproduise plus. Et en fait, il va falloir qu'on travaille ensemble, et c'est ce qu'on avait commencé à faire avec Roland, sur l'application de ces mécanismes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie problématique, et c'est pour ça qu'il y a un souhait d'écrire une proposition de loi pour protéger les Français à l'étranger, c'est aujourd'hui, c'est comment on va faire appliquer un droit international qui ne sont que des préconisations et les transposer en droit interne. C'est ça le vrai enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il va y répartir sur la détention arbitraire, mais il faut que cette loi, en fait, elle encadre, elle soit plus large et qu'elle encadre toute la violation des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il va y avoir une action qui va être en 2 temps, c'est-à-dire aujourd'hui la résolution du cas de Michel Latangana ne se fera rapidement et dans l'immédiateté parce qu'il en a besoin et que c'est une nécessité pour cet homme de retrouver pleinement sa liberté. C'est justement un avis déclaratif pour que très vite les préconisations de l'ONU soient appliquées et que cet homme puisse être indemnisé. Et après le second temps, c'est justement l'application, et ce sera une proposition de loi sur laquelle on va s'appuyer sur l'avis déclaratif qui fera jurisprudence dans le cadre de la détention arbitraire. Mais si on veut aller jusqu'aux violations des droits de l'homme, il faut effectivement écrire une loi, mais il faut l'étendre à plusieurs cas de violation des droits de l'homme. Donc il va y avoir une action qui est très très importante, où la France, qui est un pays des droits de l'homme, va devoir devenir le pays de l'application des droits de l'homme, ce qui est complètement différent. Et je pense que voilà, j'étais à Doha la semaine dernière sur un colloque justement sur les violations des droits de l'homme. C'est un vrai souci pour les Nations Unies. Je pense que Roland ira dans ce sens-là. Il y a 4 étapes. Le droit à l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cas des violations des droits de l'homme, ça commence déjà par un droit
le droit à l'information, l'accès à la justice, qui est vraiment la deuxième étape. Et la troisième étape, là c'est celle où on en est avec Michel, c'est la réparation morale, la réparation matérielle et l'indemnisation. Et ce sont des choses qui sont complètement différentes parce qu'elles encadrent des choses qui sont... La réparation matérielle est presque facile pour des États. Par contre, le pardon et la réparation morale, c'est vraiment une autre chose. Il faut aller vers ça parce que ces personnes, elles ont surtout besoin du pardon. C'est des personnes qui ne sont... Moi, je prends le cas de Michel, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout rancunier. Il n'est pas du tout dans la rancune et c'est dans cette lignée qu'il a mené son combat. C'est le pardon. Et ça, c'est une réparation morale et il faudra aussi l'intégrer. Donc, je vais laisser Roland continuer et puis nous expliquer aussi le problématique parce qu'il y aura un deuxième enjeu. C'est dans ce rôle que la France doit jouer dans l'application des droits de l'homme, c'est qu'il va falloir fédérer. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, au niveau du travail parlementaire, et c'est ce qu'on fait, voilà, moi c'est ce que je fais depuis 4 ans où je suis le dossier de Michel, parce que c'est de là que vient mon engagement politique. C'est-à-dire j'étais une simple citoyenne, une femme engagée, et l'idée c'est de faire bouger les lignes. Donc ça c'est vraiment un niveau national. Mais au niveau international, où la France doit reprendre toute sa place, ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que la France va devoir fédérer. Elle va devoir fédérer les États pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui le droit international sont des préconisations, que le seul qui est reconnu d'un point de vue constitutionnel, c'est la Convention de Genève. Et la Convention de Genève, c'est un cas général qui est surtout autour du crime de guerre. Mais que fait-on du cas particulier? Et là, il va falloir vraiment travailler en fédérant au niveau national, et c'est ce qu'on est en train de faire, plusieurs parlementaires. Mais il va falloir aussi que la France ait cette impulsion de fédérer les autres États pour les obliger à appliquer ces mécanismes et qu'on puisse travailler éventuellement sur un élargissement de ces conventions. Cher Roland. Je vous remercie de me donner la parole. Je suis ravi d'être ici pour la deuxième fois. J'étais ici effectivement en janvier 2018. Le groupe de travail n'est pas souvent amené à interagir au sein des États avec les organes de l'État. Donc c'est une exception et une exception heureuse parce que ça permet de faire avancer la chose, de faire avancer le débat, d'apporter une meilleure solution aux victimes. Le groupe de travail a été créé en 1991 et la France a joué un rôle très particulier dans ce processus à 2 niveaux. L'expert qui a rédigé les documents relatifs au groupe de travail, comment le groupe de travail allait fonctionner, c'est un magistrat français, Louis Joannet, qui a été aussi l'un des premiers membres du groupe de travail. Et ensuite, la proposition qui a été faite au sein des Nations Unies pour la création du groupe, cette proposition a été introduite par 3 États, la France, le Pérou et les États-Unis. Donc, la relation avec le groupe de travail, entre le groupe de travail et la France, elle est très bien établie et depuis une dizaine d'années au moins, la France fait une dotation annuelle pour aider le groupe de travail à réaliser sa mission. Donc cette relation, elle ne fait que s'approfondir dans la mesure où les députés ont engagé un processus qui m'a permis de venir ici plusieurs fois et discuter de questions communes. Ce que j'avais souligné en janvier, c'est qu'il y a 3 obligations de la France qui ont été affectées dans cette affaire spécifique de Michel Thierry Atangana. D'abord, la France a une obligation d'assistance consulaire à ses nationaux. Cette assistance consulaire n'a pas été fournie, du moins à temps. La France a une obligation de protection des Français à l'étranger. Il y a aussi une faille à ce niveau-là. Et la France a une obligation dans la mise en œuvre de ce que le groupe de travail a décidé. C'est vrai que le groupe de travail a été saisi par Michel contre le Cameroun, parce qu'il était détenu au Cameroun. Mais le groupe de travail, l'avis qu'il rend, n'est pas exclusivement tourné vers le Cameroun. Cet avis s'adresse à tout le monde. Et la résolution 5.2 du Conseil des droits de l'homme dit bien que tous les États doivent mettre en œuvre. La France a peut-être mal perçu la chose parce que la détention de Michel Thierry Atangana a généré des conséquences, y compris dans le système français, puisque le Cameroun a demandé, par commission rogatoire, que ses comptes bancaires soient bloqués.
Et s'il n'a pas été totalement libéré, on lui a accordé la grâce, mais la grâce ne suffit pas, le pardon ne suffit pas pour qu'on débloque les comptes. Donc, la détention, elle est arbitraire, mais on garde les comptes bloqués. C'est une aberration dont il faut sortir. Donc, à mon avis, il y a plusieurs choses que la France devrait faire pour accompagner ce processus. Le groupe de travail a rendu son avis. Le groupe de travail est une procédure spéciale des Nations Unies et on n'entend pas procédure spéciale. En matière de protection des droits de l'homme, il y a en gros deux mécanismes. Il y a des mécanismes qui sont créés par des traités. Les États signent un traité et mettent en place un organe de protection des droits de l'homme. En dehors de ces mécanismes-là, il y a les mécanismes qui sont créés au cas par cas par les Nations Unies, par les différents organes des Nations Unies. Tous ces mécanismes créés au cas par cas, on les appelle les procédures spéciales. Parce que ce ne sont pas des procédures inscrites dans la charte, ce sont des procédures découlant du fonctionnement des Nations Unies. Et le groupe de travail est l'une de ces procédures spéciales, avec la spécificité que les États ont estimé que la détention arbitraire survient parce que le système national est en faillite. Donc il faut décentraliser le différend sur la nature de la détention et ils ont mis en place ce groupe à qui ils ont donné un mandat quasi juridictionnel. Quand je dis quasi juridictionnel, c'est pour faire plaisir aux diplomates. C'est du juridictionnel. On demande à un groupe d'experts de trancher le différend qui oppose l'individu en détention et l'État. Et quand on demande de résoudre un différend, il faut que la décision qui conclut le différend soit une décision obligatoire qui s'impose et qu'on respecte. Autrement dit, le groupe de travail est un tribunal spécialisé dans la détention arbitraire avec 5 membres qui représentent des régions. Moi, je représente l'Afrique jusqu'à l'année prochaine. Et donc, on tranche le différend. Et on tranche le différend en écoutant les parties, en écoutant l'individu qui a porté plainte, en demandant à l'État de faire des observations sur la vie de l'individu, en écoutant toute partie intéressée. On a eu à écouter des parties tierces. Et ce qu'on ne sait pas souvent à l'extérieur, parce que nos procédures sont confidentielles, c'est qu'il est arrivé à des États de porter plainte devant nous, pour demander qu'on déclare la détention d'un de nos nationaux dans un autre État arbitraire. Il est arrivé souvent que dans des cas individuels où le groupe de travail est saisi, qu'il soit approché par un État pour lui donner accès à des informations très confidentielles qu'on regarde, qu'on ne peut pas emporter et qu'on utilise pour trancher. Autrement dit, c'est une procédure juridictionnelle. Et quand on dit quasi juridictionnelle, c'est pour faire plaisir aux diplomates qui ont créé le mécanisme et qui n'ont pas voulu qu'on l'appelle tribunal. Ils l'ont appelé groupe de travail parce que diplomatiquement, ça passait mieux. Ils ont appelé les décisions du groupe de travail des avis parce que diplomatiquement, ça passait mieux. Mais, et il faut poursuivre le dialogue, quand on dit avis, et en anglais on dit opinion, les décisions de la Cour suprême américaine sont appelées des opinions. Donc, ne me dites pas que c'est parce que c'est un avis que ce n'est pas obligatoire. Maintenant, quand on prend le cas de Michel Thierry à Tangana, vous avez un citoyen français et au moment où il allait au Cameroun, il n'y a aucun doute qu'il est citoyen français et rien d'autre. Non seulement il a les papiers qui l'identifient comme français, mais le Cameroun n'autorise pas la double nationalité. Donc il a cessé d'être camerounais le jour où il est devenu français. Aucun doute. C'est le gouvernement français qui a recommandé qu'il aille au Cameroun pour monter le projet sur lequel il allait travailler. Il est arrêté, la France tourne la tête, fait comme si elle n'a pas vu. Et on est allé jusqu'à lui demander de prouver qu'il est français. Et dans ce processus, la France lui délivre une carte nationale d'identité dans le centre de détention où il était. Jusqu'où on va pousser l'aberration. 17 ans de détention, il faut savoir qu'un individu qui passe une année de
de détention cette année est considérée comme double en termes d'année civile. Donc, si on traduit les 17 ans de détention de Michel Thierry à Tangana en année civile, ça nous fait 34 ans. Je visite des prisons à travers le monde. Je n'en ai pas encore vu une où j'ai envie de passer la nuit. Encore moins y passer 34 années de ma vie civile. Il finit cette détention, et comme on l'a dit tout à l'heure partiellement, parce que des conséquences de la détention demeurent et ne se justifient pas. Mais ça fait 4-5 ans qu'il se bat pour qu'on applique totalement cette décision. Il est important de signaler que de l'existence du groupe de travail, les personnes qui ont bénéficié des avis du groupe de travail ne viennent pas au groupe de travail une fois qu'elles sont libérées. Et parfois, même une fois qu'elles ont reçu l'avis, elles estiment avoir gagné le combat, et c'est vrai que jusqu'au moment où les victimes arrivent au groupe de travail, personne n'a reconnu leur détention comme arbitraire. Donc, l'avis du groupe de travail les soulage et fait ce constat que leur détention est arbitraire. Mais les victimes ne reviennent pas à nous pour dire « voici ce qui se passe, voici ce que j'ai besoin que vous fassiez pour moi, voici comment la mesure que vous avez prise n'a pas été entièrement réalisée ». Michel est venu au groupe de travail et à l'écouter malgré les avis très professionnels que des tas d'avocats lui ont donnés. Et c'est une première pour le groupe de travail parce que la victime est venue s'asseoir devant nous pour dire « merci, vous avez rendu votre avis, mais le problème n'est pas résolu ». Et c'est comme ça qu'on sait qu'aujourd'hui, la détention physique de l'individu n'est pas la seule chose qui nous intéresse. Cette détention physique qu'on a estimée arbitraire, il faut la corriger. La corriger en retournant en arrière et en enlevant toutes les mesures que cette détention avait générées, qui sont devenues illégales, et une réparation appropriée de l'individu. Et c'est ça qui a conduit le groupe de travail à mettre en place sa procédure de suivi des avis du groupe de travail pour s'assurer qu'on a une information sur la mise en œuvre. Donc, voilà un individu qui, à plus de 50 ans, se retrouve hors d'une prison physique, mais reste enfermé parce que techniquement, il est encore enfermé dans les conséquences de cette détention initiale. Et je le dis, c'est mon avis personnel, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le comprennent et diraient, c'est scandaleux. C'est scandaleux, quel que soit l'état dans lequel on vit, c'est scandaleux qu'on enferme un individu dans un système aussi arbitraire à l'extrême, au-delà du pays qui est mis en cause, au-delà des frontières. Les relations entre les États ne sont pas amenées à abuser de l'individu, à perpétuer l'abus qu'un État a instauré vis-à-vis de l'individu. Michel a été détenu arbitrairement et spolié. Aujourd'hui, le Cameroun le reconnaît. Le Cameroun a fait des enquêtes, a établi les responsabilités. Pourquoi d'autres États continueraient à donner effet à cette détention arbitraire reconnue par le principal fautif? Sur quelle base? Il n'y a pas de raison. Et j'espère que le processus avec les parlementaires va amener au bout. Appliquer donc l'avis numéro 38 qui a bénéficié à Michel Thierry à Tangana, c'est une obligation pour le Cameroun, mais c'est une obligation pour tous les États membres des Nations Unies, et notamment une obligation pour son État de nationalité. Cela implique que la France adopte des mesures pour que cette détention soit reconnue arbitraire en droit français. Que le système judiciaire juridique français reconnaisse que cette détention était arbitraire et en tire les conséquences. Cela veut aussi dire que la France se met dans la balance. Il faut remettre les choses sur un terrain simple. La protection diplomatique, c'est quoi? C'est le fait qu'un État se trouve face à un individu, l'individu est inférieur à l'État.
et les chances de l'individu de gagner contre l'État dans un rapport bilatéral sont infimes. La protection diplomatique vient élever le débat entre l'individu et l'État à un débat entre États. Parce que l'état de nationalité de l'individu se met dans la balance et dit, écoutez, celui-là il est petit, vous ne le considérez pas, moi je suis votre égal. Parlons d'égal à égal pour résoudre le problème qui le concerne parce que c'est un national. C'est l'objet de la protection diplomatique et les relations internationales ne l'ont pas mise en place pour rien. Michel aujourd'hui discute avec le Cameroun, mais Michel reste un individu. Reste un individu face à un appareil d'État. La France a une responsabilité pour la mise en œuvre de la vie parce que la France est l'état de nationalité de Michel et doit jouer son rôle de protection pour que le Cameroun mette en œuvre la vie dans toutes ses dimensions. Le débat qui a lieu en dehors de la France et qui est un débat général et qui, à mon avis, sera aussi résolu par ce processus, c'est que beaucoup s'interrogent sur la valeur juridique des avis. J'ai déjà expliqué tout à l'heure comment, à mon avis, l'existence d'un mécanisme de règlement des différends doit entraîner une résolution qu'on respecte. Parce que si vous avez un différend avec moi, vous me dites, va voir Pierre pour résoudre ça. Je vais voir Pierre. Et ce que Pierre décide, vous ne le reconnaissez pas? Quel est l'intérêt que j'aille voir Pierre? Je n'irai plus voir Pierre la prochaine fois. La prochaine fois, je me ferai justice. Donc, si les États ont mis en place le groupe de travail comme organe quasi-juridictionnel, et souvenez-vous ce que j'ai dit du quasi, c'est pour que les décisions soient obligatoires et s'imposent. Et qu'on les respecte. Mais mieux, dans la panoplie de mécanismes de protection des droits de l'homme qu'on a, les procédures spéciales sont très spéciales comme le nom l'indique. Et le groupe de travail est encore plus spécial parce qu'on lui a donné un mandat quasi juridictionnel. Mais d'autres organes dont les décisions ne souffrent pas de difficultés en termes de valeur juridique, je pense notamment à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne, saisie dans une affaire qui concerne la France, a dit toute personne qui a été devant le groupe de travail n'est plus recevable à porter plainte devant moi parce que le groupe de travail et moi, nous faisons la même chose. Et ce que le groupe de travail dit va résoudre le différend autant que ce que je vais dire. Si le groupe de travail a tranché, je n'ai pas à trancher encore une fois parce que vous avez déjà obtenu gain de cause. Autrement dit, la Cour européenne des droits de l'homme, dont personne ne va discuter la validité, dit, si vous êtes allé au groupe de travail, l'avis que vous avez obtenu du groupe de travail a même valeur que la décision que je rendrai en tant que Cour. Et pour économiser les finances des États qui nous ont créés, on n'a pas à vous écouter une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on est encore là à s'interroger sur la valeur juridique des avis du groupe de travail, si ce n'est pour des raisons politiques? Ce qu'on attend des parlementaires, ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer la question, c'est deux choses. L'avis déclaratif, comme la députée Amadou l'a expliqué, un avis déclaratif qui va résoudre le problème de Michel Thierry à Tangana. Et il faut être honnête, ce n'est pas le problème de Michel Thierry à Tangana, c'est nous qui lui avons créé ce problème. Il n'a pas cherché à l'avoir. Donc, résoudre ce problème que nous nous sommes créés pour dire, voilà ce qu'il faut faire dans ce cas, voilà ce que la vie signifie et comment, en droit français, il faut l'intégrer. Ensuite, la deuxième proposition, c'est la loi qui va apporter une solution dans le long terme. Et cette loi a plusieurs éléments. L'individu isolé est fragilisé, mais l'individu a plusieurs niveaux de représentation. Il a un niveau de représentation locale, il a un niveau de représentation nationale. Il faut décentraliser
l'assistance que ces différents niveaux vont apporter à l'individu et permettre que, à tous les niveaux de l'appareil d'État, des représentants puissent agir au soutien de l'individu qui souffre. La protection diplomatique et, dans une certaine mesure, l'assistance consulaire sont des instruments du pouvoir exécutif qui gère les relations diplomatiques. Ces instruments doivent être utilisés de façon dépolitisée. Et il faut rendre un processus, il faut mettre en place un processus qui permette à l'individu d'interroger l'exécutif. Pourquoi je ne bénéficie pas de l'assistance consulaire? Pourquoi je ne bénéficie pas de la protection diplomatique? Et de contester la décision administrative qui est prise sur ce plan devant les organes. C'est ce que l'État de droit fait. Si ce processus se fait, je le dis, et je suis conscient que c'est peut-être une faiblesse, mais retournez au début de mon propos, la France sera l'un des tout premiers pays à organiser ce processus qui reconnaît les avis du groupe de travail, qui leur donne valeur juridique, reconnaît leur pleine valeur juridique et en tire les conséquences dans son droit national. Et si vous retournez au début de mon propos, pourquoi pas la France, si la France est à l'origine de la création de ce mécanisme? Okay? Si la France, toutes les fois où elle demande à être élue au Conseil des droits de l'homme, fait avancer le fait qu'elle a une relation toute particulière avec les droits de l'homme et qu'elle respecte toutes ces procédures-là, qu'elle veut leur donner vie et tout. Donc la France a une bonne raison de tracer le chemin, de montrer aux autres où il faut aller. Ensuite, d'autres mécanismes au-dessus de la France ou en parallèle s'interrogent, notamment le système européen. Et la France va donner une leçon à l'Europe, dit à l'Europe, voici comment on va faire pour nos nationaux, pour tous ces Européens à l'étranger qui sont exposés. Et donc, une telle solution va résoudre le problème que nous avons créé pour Michel Thierry à Tangana. Et souvenez-vous, c'est 34 ans de nos vies individuelles et imaginez combien de temps vous seriez prêt à passer en détention sans raison. Résoudre le problème potentiel qui pourrait être créé pour d'autres Français, parce que Michel, aujourd'hui, on le découvre, mais il y en a d'autres, et il va y en avoir d'autres. Est-ce qu'il faut attendre que ces gens-là souffrent avant qu'on se réunisse et qu'au bout de 4, 5 ans, ou au bout de 17 ans, ou de 22 ans, on leur trouve une solution? Le droit, il n'est pas fait pour résoudre tous les problèmes à l'avance. Mais quand on trouve les problèmes, il faut les résoudre. Et il faut créer le cadre légal pour les résoudre. Donc voilà ce qui peut être fait, ce qui est attendu des parlementaires. Une dernière idée qui résulte des échanges qu'on avait préalablement, c'est que la France peut s'octroyer un outil indépendant pour apprécier les droits de l'homme à travers le monde, qui est que les parlementaires peuvent demander à l'exécutif de produire un rapport annuel sur les droits de l'homme à travers le monde, sur tous les pays du monde. L'avantage d'un tel rapport, c'est que le rapport va donner un aperçu de la situation des droits de l'homme dans le pays, en dehors de tout contexte politique, et cet aperçu va servir à apprécier l'action de l'exécutif et l'action des parlementaires tout le long. Aujourd'hui, si on veut discuter du Cameroun à l'Assemblée, combien de députés savent ce qu'est le Cameroun et quel type de régime il y a, quelle est la place des droits de l'homme dans le Cameroun? Je ne les connais pas tous, mais je doute qu'ils en aient une vision aussi complète que le rapport pourrait produire. Ce rapport va donner un instantané que tout le monde pourra utiliser et dire « Ah, voilà ce pays, voici ce qu'on sait
de ce pays et créer un cadre de dialogue. Donc, pour me résumer, Michel souffre par la faute du système, pas seulement du système dictatorial camerounais. La France est un État de droit, mais la France coopère à ce tabut-là en gardant des mesures désormais illégales en place. Résoudre ce problème et le résoudre dans sa totalité. La réparation intégrale, elle est primordiale et elle va permettre à l'individu de se reconstruire après ces années passées en détention. Ensuite, résoudre le problème pour l'avenir, empêcher que d'autres ne tombent dans le même système dont Michel a souffert. Et quand je dis d'autres, ne pensez pas seulement que ça peut être d'autres que vous et moi. Ça peut être vous et moi. Alors, créons le cadre pour nous protéger, pour protéger nos semblables. Je ne suis pas français, mais je vous le dis, si la France le fait, le Bénin copie beaucoup la France. Le Bénin le fera. Et beaucoup d'autres pays le feront, parce que c'est là où il faut aller. Il faut une meilleure protection pour les individus. Et enfin, la France peut se donner les moyens de le faire de façon plus efficace à l'avenir, en se donnant un outil pour suivre les droits de l'homme à travers le monde. Je m'en tiendrai là et je me mets à votre disposition comme d'habitude. Monsieur Roland, merci beaucoup pour ce témoignage d'une très très grande valeur. Ou d'une réaction, ou plusieurs Oui, plusieurs réactions. Donc je pense que pour appuyer les propos de Roland, il faut vraiment effectivement garder en tête que l'arbitraire, on peut tous être victimes de l'arbitraire, parce qu'on peut être amené à se déplacer tout le monde est pratiquement amené à se déplacer à l'étranger, que ce soit du loisir, que ce soit les étudiants, que ce soit d'un point de vue professionnel. Et pour le coup, effectivement, la France doit cette protection aux Français, et elle le doit aussi aux Européens par solidarité. Là, je vous rejoins complètement. Et là où il faut aussi aller plus loin, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance, et c'est là-dessus où le travail parlementaire qu'on a mis en place, que j'ai mis en place depuis le début de cette législature, c'est-à-dire que 2 ans, c'est long, mais effectivement, il y a eu un gros travail de pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a un suivi en termes de demandes, en termes de courrier, en interne, au niveau du Parlement, au niveau de l'exécutif, mais il y a aussi un gros travail de pédagogie auprès de toutes ces instances et même auprès de nos collègues. Et je pense que ça, on l'a infusé parce que la volonté, c'est que le collectif des parlementaires, et ça ne s'arrêtera pas qu'à l'Assemblée nationale, effectivement aussi au Sénat, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on ait un gros poids collectif, c'est justement d'aller dans ce sens et de mettre en avant ces triples protections, consulaires, juridiques et diplomatiques. Et voilà, moi je pense que grossièrement, on y va. Voilà. Il faut qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire la vérité, il faut la faire. Et je pense que la France a un rôle à jouer là-dessus. Il faut faire la vérité et la France, elle doit impulser cela. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que la question de l'efficacité des outils juridiques face au pouvoir des réseaux d'influence, nous, dans notre démarche, effectivement, qu'on a de fédérer et de rassembler les parlementaires, on s'en remet également au pouvoir des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias doivent mettre en lumière le cas de Michel pour qu'il y ait tout le monde qui se rassemble autour de l'arbitraire, autour de ces violations des droits de l'homme. Il faut que ce soit un sujet de l'opinion publique parce que c'est un sujet politique au sens noble, c'est-à-dire qu'on est tous différents politiquement, mais là-dessus on peut rassembler. Et c'est dans ce sens-là où il y a une tribune que nous avons écrite, où plusieurs parlementaires de tous bords politiques nous ont rejoints, c'est que c'est une question française. Et tout ce qui concerne la France nous rassemble. Donc il va falloir qu'on aille vers cela. Et en première conclusion, à moins que l'association prenne la parole. Merci Pierre-Alain. Quelques mots, rappeler que l'association est née de la volonté d'obtenir la libération de Michel Thierry Atangana. Ensuite, une fois que Michel a été libéré,
il est apparu que ça ne pouvait pas être suffisant. Michel en particulier, et il faut lui reconnaître ça, saluer le combat qu'il continue à mener. Michel a décidé qu'il souhaitait que son cas puisse servir d'exemple et que son cas puisse être là pour témoigner que cela ne se reproduise plus. Il parle du prix de la souffrance et la première réparation pour lui serait d'obtenir le fait que d'autres victimes ne souffrent pas ce qu'il a souffert. C'est vrai que cette association a connu un essor à Paris, mais aussi par exemple en Bretagne, où il y a eu une forte mobilisation de citoyens et d'élus. C'est très important si je parle de cette mobilisation, c'est parce que sur ce territoire, notamment, il est un maire qui va prendre une initiative dans le cadre du grand débat national, une initiative pour créer la notion de commune de rattachement. C'est une commune auprès de laquelle on pourrait s'inscrire et lorsqu'on a un problème à l'étranger, cette commune pourrait faire le relais avec les services diplomatiques français, pourrait faire le relais avec le groupe de travail, même saisir le groupe de travail pour ses administrés. Donc des choses sont en place et l'association est là pour les accompagner, les faire mûrir et les faire aboutir. Évidemment, le principal rôle de l'association, c'est l'accompagnement des victimes. Ne pas oublier, comme dans le cas de Michel, que lorsque la victime est libérée, cela ne s'arrête pas. Il faut aller plus loin, il faut l'aider à être indemnisé, à retrouver une vraie vie et aussi à se réinsérer. Combien de victimes, une fois qu'elles sont relâchées, connaissent beaucoup de difficultés pour réintégrer le milieu professionnel ou pour réintégrer une vie tout simplement, rien n'existe. À cet égard, le président de la République, Emmanuel Macron, a décrété le 11 mars, à partir de l'année prochaine, comme journée des victimes. Nous, à l'association, nous estimons, des victimes du terrorisme, pardon, que ces victimes subissent un véritable terrorisme d'État et qu'elles doivent être reconnues au titre de cette journée des victimes du terrorisme. Parce que lorsqu'on fait face à l'arbitraire d'un État étranger, c'est du terrorisme d'État. Enfin, nous allons faire de la pédagogie. L'association veut faire connaître ces mécanismes spéciaux et notamment l'existence du groupe de travail. Alors je suis désolée parce que beaucoup plus de cas vont arriver certainement devant vous, M. Adjoubi, mais je pense qu'il est vraiment très très important. La députée Amadou parlait du droit à l'information, de l'accès à la justice. C'est un gros manque et il va falloir y remédier. Sinon, évidemment, au nom de l'association, nous remercions toutes les personnes qui aident et accompagnent ce mouvement, notamment les députés qui ont montré qu'une initiative parlementaire pouvait aboutir à une proposition de loi dont les enjeux nous dépassent. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour l'association. Je vous remercie. Merci Zakia. Avant de vous proposer d'échanger avec M. Adjoubi, qui est venu spécialement justement de Genève pour nous exposer sa vision et ses préconisations, rappelons qu'en 2018, il y a eu 1270 de nos concitoyens qui étaient emprisonnés à l'étranger. Et comme le rappelait Aude il y a quelques instants, c'est que ce cas est extrêmement symbolique. Parce que, comme dans la nature, pour ceux qui s'y intéressent, c'est parti de l'infiniment petit, entre guillemets, d'une personne qui a été soutenue par une famille bretonne, relayée par des élus, comme Mme Lupiani qui est là aussi aujourd'hui. Et vous parliez peut-être de M. Floch, le maire de Saint-Paul-de-Léon. En fait, cette chaîne fait partie d'une personne, d'une famille, une mairie, des élus, une région, la Bretagne, citons-la. Bretagne qui est la capitale de la France, comme le rappelait Richard Ferrand il y a quelques semaines, c'est juste pour le clin d'œil, et qui en vient par l'Assemblée nationale jusqu'à un projet qui pourrait finalement changer le monde, d'après ce que vous disiez, M. Adjoubi, parce que la France pourrait en tout cas reprendre cette place et réaffirmer sa cohérence sur les droits de l'homme. Et ça permettrait aussi de renforcer une certaine position géopolitique
si je me permets un gros mot aujourd'hui. Et on ne peut pas, ce que vous disiez, arrêter un projet en plein milieu. Être libéré, en cas de Michel Thierry à Tangana, n'est pas être libre. Et donc, cette partition, on ne peut pas l'arrêter en plein milieu. C'est comme si on arrêtait en plein concert la 5e de Beethoven. Ça peut amener beaucoup de frustration et on se doit, nous, en tant qu'élus,